Le Carré Rond, saison 6, épisode 12. Je suis rouillé, mesdames et messieurs, parce que ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, dans le fond. Le dernier épisode... Ben, en fait, le dernier épisode, c'est toi et Steve qui l'avez fait. Comment ça va, mon beau JC d'amour? Hey, ça va super bien, Martin. Puis toi, ça va bien? Ouais, ça va bien. Ça a été quand même des semaines assez loadées, mais écoute, je vais la ressortir. Quand tu fais ce que t'aimes, tu travailles jamais. Ah, exactement. Que c'est beau, hein? C'est vraiment un bouillon de poulet pour l'âme, tu sais, assis à la bol, des beaux petits livres avec de la pop psycho là-dedans, puis tout le kit. Mais non, pour vrai, je suis super content parce que, bon, c'est pas mal du domaine public, mais je suis allé donner un coup de main à ma mamie à déménager et tout ça. Fait que l'assiette était pas mal pleine. Là, de retour au bercail, on rembarque dans nos pantoufles, puis on continue de faire ce qu'on aime faire. Mais merci beaucoup à toi et Steve pour d'avoir été fidèle au rendez-vous la semaine dernière. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à faire une précision. Évidemment, vous allez... cet épisode... OK, on repart du début. Normalement, on enregistre les épisodes sur Tout-Ce-qui TV et les patrons ont l'édition vidéo dans la soirée ou tôt le lendemain matin. Normalement, on sort également l'épisode le samedi suivant. Et la semaine d'après, ben, on rend l'épisode vidéo qui était disponible juste pour les patrons, disponible à tout le monde, et vogue la galère. Cette semaine, l'épisode de la semaine dernière, j'ai eu du retard à le monter et à produire l'audio. Et ce n'est pas de la faute de Steve et JC. Au contraire, c'est moi qui étais overload. J'avais j'avais pas exactement de l'Internet Formule 1 non plus pour tout faire ces affaires-là. Fait que l'épisode précédent est disponible pour tout le monde sur YouTube. L'épisode du podcast de la semaine dernière, on n'attend pas à samedi, il est disponible en ce moment. Et l'épisode en vidéo qu'on est en train de tourner sera disponible pour les patrons dans les prochaines heures, mais la version audio va sortir demain matin. Donc, s'il y en a qui sont avec nous sur Tout-Ce-qui TV, qui ne peuvent pas se rendre jusqu'à la fin, tout ça, le podcast va être disponible demain. C'est de ma faute, je suis désolé, il faudrait qu'il y ait des journées de 36 heures, puis du 400 secondes partout au Québec, mais on n'est pas encore rendu. Peut-être qu'Éric Duhem va nous arranger ça, mais non, là, je change vraiment de sujet. Alors voilà, c'est ça pour la petite poutine. Fait que ça va aller plus vite et à partir de la semaine prochaine, on va reprendre le beat normal, c'est-à-dire disponible pour les patrons, disponible en podcast le samedi suivant pour tout le monde et la semaine suivante, ben, l'épisode qui était disponible pendant une semaine pour les patrons le devient pour tout le monde. Et si vous voulez que ça aille plus vite, ben, c'est super facile, patreon.com/le Carré Rond. Et là, je vais avoir des rapports parce que j'ai mangé 2 livres de chop de porc avec un petit riz, fromage, brocoli juste avant de rentrer en onde. Vous pouvez demander à JC. Il m'a regardé manger. Tout à fait. C'était passionnant. Ah ouais, c'est ça. Passionnant, Martin. Hey, Martin, il faut que je te parle de quelque chose. Ben ouais, vas-y, on passe. En fin de semaine, samedi passé, en tant que fan de lutte, je suis allé à la FML sur la Rive-Sud. Oui. En Montérégie. Et tu vois, un Christy de bon gala de lutte. OK, que dis-moi. Belle soirée de lutte à la boîte. Mais là où j'en venais, c'est que moi, ma surprise, c'est qu'à un moment donné, il y a une toune qui part pour l'entrée d'un lutteur. Puis là, ils ont un gros écran, eux autres, dans l'entrée. Puis là, il y a un logo qui apparaît, puis c'est le logo de Control Your Narrative. Ben non. Ouais. Qui c'est là, que c'est il y a un gars là? qui arrive de Dallas, c'est Dante Smiles. Ça me dit de quoi, ça? Ouais, c'est un gars qui est très athlétique. Il me fait penser un peu à Montez Ford. Il nous en a mis vraiment plein la vue, là, sérieux. Mais ça out of nowhere, comme ça, j'aurais plus checké les informations, probablement que j'aurais su qu'il était là. Mais non, écoute, j'ai passé une belle soirée de lutte, puis vraiment, c'est Dante Smiles, que ce soit avec Control Your Narrative ou ailleurs, ça va être un nom qu'on va revoir, ça. Ah ouais, hein? Puis là, quoi, il est venu worker ici à FML, mais il fait une petite tournée des Indies au Québec ou t'es-tu au courant? Je suis pas trop au courant, mais je pense, moi, ce que j'ai vu, il est reparti à l'aéroport. OK, je comprends. Fait qu'il est peut-être retourné dans ses terres, comme on dit par chez nous. Mais c'est très, très cool. Puis sinon, ben, as-tu vu des gens qu'on connaît bien? Comment ça s'est passé, ce gars-là? Ben écoute, c'est un gars-là très divertissant, plein d'énergie, haut en couleur, avec Pink Panther International, qui est une stable qui est en train de s'établir au Québec. OK. Un peu, c'est-tu un genre de Los Ingobernables, New Japan, Mexique,
toute la patente là, qui se promène un peu partout ou c'est... Ben là, ça commence au Québec, là. OK, je comprends. OK. Avec, Think entre big. autres, sont accompagnés par le manager Sugar Shane Pinto, qu'on a vu aussi à Lutte Academy. Ça, c'est un gars qui a bien de l'énergie avec un micro. Je le trouve assez hot dans ses promos. Mais c'est là, je vais t'amener après, je te laisse finir, mais je veux t'amener sur le sujet de Lutte Academy, bien sûr. Mais le main event, c'était quoi? C'était-tu avec... Le main event, c'était pour le championnat. En fait, il y avait 2 main events parce qu'il y a eu un combat à 4 équipes par élimination. Mais le championnat de la FML était en jeu. Et Excess, qui était champion depuis plus de 900 jours, OK, oui. finalement a perdu la ceinture dans un combat où il y avait Mathieu Saint-Jacques de Tabarnak de Team. Ouais. Puis un gars qui vient. Le gars qui a gagné le combat vient de Toronto, puis là, son nom ne me revient pas. Là. OK, ben écoute, t'as passé une belle soirée. Oh, c'était une belle soirée de lutte. Bon. Mais ça me fatigue, il faut que je trouve le nom. Donne-moi une petite seconde. Ben vas-y fort. Moi, pendant ce temps-là, je suis en train de changer les infos du stream. Mais bon, voilà. Puis là, on va aller dans le talk show. Voilà. Bon, on a fait nos devoirs, là. Comme on disait, on est un peu rouillé, là. On s'excuse. Et là, tout est en ordre. Bon, voilà. Là, je veux que tu me parles de Lutte Academy parce que tu m'es arrivé avec ça la semaine passée. Tu as dit, ben regarde, moi, je m'en vais. Je vais être ring announcer. Pardon, Ouais. à Lutte Academy, tout ça. Parle-moi de ça. Comment c'était? As-tu eu du fun? Le work rate? Parle-moi de ça un peu. Écoute, c'était une soirée assez incroyable. Le Club Soda, c'est une maudite belle salle faire de la lutte. Tout à fait. Absolument. Écoute, c'était une salle qui était pleine. Puis il y avait les workers sur place, c'était incroyable. Là. D'ailleurs, Jacques Rougeau a mis le gars-là, qui est disponible sur YouTube. Ça a été publié. OK, ben, on va voir ça, mais- c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai passé comme soirée? Écoute, je te dirais, Martin, t'as pas écouté l'épisode qu'on t'a envoyé. Hein? Non, j'ai pas eu le temps. Là. Écoute, c'est j'imagine ça. que vous en avez parlé, mais tu sais, fais-moi le En wrap-up. effet, ben écoute, ça a été une belle soirée où je suis devenu l'annonceur des Heels. OK. Là, ben, je remplaçais à main levée Marty Lane qui était supposé le faire. Oui. Mais là, ça ne fitait pas avec son horaire de travail. Fait que je me retrouve au Club Soda. On fait ça. Je travaille avec Claude Surprenant, qui lui fait l'annonceur des cleans. Puis bon, Jacques, on fait le meeting avec Jacques. Il dit écoute, c'est important que ce soit bilingue, moitié français, moitié anglais. Ouais. T'sais. Puis bon, on établit que je vais être Jean-Charles. Ouais, non, ben c'est ça, c'est parce que c'était de ça, c'est là je voulais t'emmener dans le fond, parce que là, j'ai entendu c'était quoi la gamique, là, tu veux t'appeler JC, mais tout le monde t'appelle Jean-Charles, ou c'est le contraire, puis t'aimes pas ça, là? Ouais, c'est un peu ça. Tu sais, Ouais. on cherchait une façon de me faire réagir. Je dis, regarde, il n'y a pas grand monde qui m'appelle Jean-Charles dans la vie, là, à part mes parents. Fait que, puis c'est ça. Mais là, on a fait ça comme ça, ça a fonctionné. Ouais. C'est tout ce qui compte. La foule a passé une belle soirée. Bon. Il y a eu des combats incroyables ce soir-là. Et puis bon, il reste 2 galas à venir, là, le 14 août puis le 28 août pour la grande finale aussi. Ouais. Est-ce que c'est prévu que tu vas être ring announcer ou tu le sais pas? Ou... Jacques a réservé les 2 dates. Bon, parfait, parce que le 14 ou l'autre, tu m'as dit quoi, 28? Le 28. Ben, c'est ça. Si je peux aller aux deux, je vais aller aux deux, là, mais c'est sûr qu'il y en a au minimum un des deux que je vais aller, ça c'est sûr. Puis en plus, le Club Soda, c'est juste à côté de chez nous. Fait que, bien hâte de voir ça. Je veux te faire part de mes impressions. Bon, Money in the Bank, je sais ce qui s'est passé. J'ai pas eu le temps de le regarder. Par contre, on pourra en parler tantôt. Par contre, je veux revenir rapidement sur Forbidden Door parce que je le sais que vous en avez parlé. Je veux juste te dire la chose suivante. Ça fait longtemps que j'ai pas tripé sur un pay-per-view comme ça. Ça fait longtemps que je me suis pas senti investi émotivement dans un pay-per-view, même si j'ai pas été très assidu sur le build-up, sur les Dynamite d'avant, tout ça, je savais c'était quoi les storylines. Il y a une ombre au tableau, je vais en parler après, mais j'ai adoré littéralement Forbidden Door. J'ai pas trouvé qu'il y avait eu trop de matchs trop longs. J'ai trouvé que ça avançait. Oui, il y a eu les Somerset encore une fois, Eddie Kingston, puis Jericho, puis tout, mais regarde, là, ça j'aime moins.
moins. Mais j'ai adoré ce gars-là. Puis là, ben écoute, là, toi, tu devais être tout trempe, là. On s'entend, là? Ouais, mais au moment où ça se passe, moi, je suis à Lutte Academy. Tu t'es fait là, mon téléphone gâcher. se fait aller non-stop, là. Ben oui, c'est sûr. Tu t'es fait le message rentre en arrière de l'autre. Fait que je le savais rendu là, mais comme j'en parlais dans l'épisode de la semaine passée, Claudio Castagnoli n'est qu'une bonne acquisition partout où il va travailler. Là. Ouais, puis j'aime ça comment est-ce qu'il book aussi, tu sais, puis quand il en parle, tu sais, c'est une brute, c'est un monstre, c'est un géant, tu sais, c'est ça qu'il fallait faire avec Cesaro. Avec le Blackpool Fight Club en plus, je pense que c'est un bon booking. Là. C'est solide. Il y a juste une affaire qui me chatouille. C'est Tanahashi, je trouve, qui a l'air magané. Je trouve que quand je le regarde marcher, quand je le regarde courir les câbles, je pense qu'il est temps, là. Je pense qu'il est temps. Il a donné dans ses quand il a eu son premier run-in à Dynamite avec Moxley, quand il est sorti tu sais, j'ai trouvé ça très cool. Tu sais, c'est une légende. C'est le Hulk Hogan du Japon. Il l'appelle Ace, c'est pas pour rien. Il a tout gagné les belts, genre 25 fois. Il est monstrueux au Japon. Moi, je me rappelle dans le temps que ça, là, c'est difficile. C'est vraiment... c'est vraiment... j'ai de la misère avec les noms japonais, c'est ce que je te dis. Okada contre lui, ça a été des main events à Wrestle Kingdom à plusieurs reprises. Il y a eu des feuds incroyables, ce gars-là. Avec Nakamura dans le temps, si vous n'êtes pas fan de New Japan, je vous le dis, découvrez ça. Allez trouver des endroits pour regarder ça. Mais je le trouve magané. Je trouve qu'il a l'air... Je me demande si... Je comprends, là, il y a des gros pops, puis il est over, puis tu sais, c'est une légende, mais moi, j'avais un malaise. J'ai eu un malaise souvent pendant son combat. Mais il met des culs d'un siège, Martin. Non, je sais. Moi, je te parle pas de « est-ce pertinent de le booker », pas du tout, ça va toujours l'être. Moi, je pense à l'athlète, là. Puis, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, il me donne vraiment l'impression d'être magané. On se prépare pour Ric Flair qui va lutter. Ça me tente même pas de parler de ça. On n'en parlera pas. Mais quand il va le faire, il va falloir en parler pareil. Ouais, c'est sûr. Mais fait que c'est mon seul mini malaise de ce gala de lutte-là. J'ai trouvé qu'il était pas en main event shape. Tu sais, mets-les dans le gars. Mets-les dans le gala. Ça peut plus être en vertu de sa shape, pas de sa shape, là, pas corporelle, mais je veux dire, son état de santé. Ça peut plus être un main eventer dans quelque chose que tu bookes aussi gros que ça. Honnêtement, là, je le vois pas. J'espère juste que je me trompe puis qu'il est juste... Tu sais, tu te rappelles-tu, on parlait de Taker des fois quand il marche, mais pendant ses combats, ça paraissait pas. Il erronait les câbles puis tout le kit, puis tu sais, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait les déplacements dans le ring à l'Undertaker, il les a toujours calculés, tu sais. Tu sais, il se déplace très tranquillement, puis après ça, il frappe très rapidement, très fort. Tu sais, fait que ça a toujours été sa méthode. Fait que courir les câbles comme ça, il y avait toujours de l'énergie un peu pour ça. Tu sais, en tout cas, on verra, mais tu sais, c'est ma seule, honnêtement, c'est ma seule petite ombre au tableau. À part, là, évidemment, là, moi je suis pas un gros fan des six-man tag team puis des affaires de moutarde d'en face puis d'affaires comme ça. Mais regarde, j'espère que le chapitre est clos. J'espère. Puis là, ben évidemment, avec le retour de Guevara dans la Jericho Appreciation Society, tout, ça se place tranquillement. Puis on verra quelle sera la suite des choses. Mais c'était bien important pour moi de dire que j'ai adoré ce pay-per-view-là. Vraiment, là, j'avais l'impression que je regardais de quoi d'important, là. C'était vraiment un bon événement de lutte. En effet, écoute, Martin, ça, j'ai aucun problème avec ça. Un des meilleurs de l'année, probablement. Absolument. À date, là, oui. Écoute, comme tu dis, quelques ombres au tableau, mais d'un autre côté, tout ce qui a shiné a tellement shiné fort. Ouais, c'est exactement ça. C'est jamais, tu sais, écoute, là, le pay-per-view parfait, on s'entend. Là, c'est FTR, entre autres. Absolument. J'ai pas été capable de l'arrêter. J'ai pas été capable d'arrêter de le regarder. Tu sais, il était tard quand je l'ai parti. Puis, il n'était pas question que je passe pas au travers. Il y avait rien à faire pour m'arrêter de regarder ça. J'ai vraiment, mais vraiment tripé.
Vraiment, vraiment trippé énormément. Puis j'avais l'impression de regarder quelque chose d'important. Ça avait tu sais, ce que j'appelle souvent le big match feel. Là. Mais je trouvais que tous les matchs l'avaient. J'ai trouvé ça super bien booké. Vraiment, vraiment trippant. Puis j'ai eu bien du fun. Chapeau à la AEW. Écoute, c'est sûr que comment je te dirais ça? Il n'y a pas de... Je ne pense pas que la prétention de la AEW, de toute façon, ils vont être bien contents s'ils y arrivent, là, mais je pense pas que leur prétention, c'est de battre la WWE. Tu peux pas. C'est trop gros. Tu sais, tu peux pas. Non, tu sais, quand ils disent qu'ils font mal à la WWE, la WWE laisse aller les gars qui veulent laisser aller. Ils savent ce qu'ils font, sont en business depuis tellement longtemps. Puis, c'est ça. Mais Forbidden Door a été un succès. Ah, totalement. Écoute, je sais pas c'était quoi le buy rate, là. J'en ai aucune idée, là. Mais, ça a été un gros succès. La surprise de Claudio Castagnoli. Puis, bon, il y a eu Blood and Guts aussi. Mais là, Steve, dans le chat, nous rappelle que à Forbidden Door, il y a eu une blade de cochon. Oui, absolument. C'est quand je disais les Somerset, là, de Jericho Appreciation Society. On dirait qu'eux autres, c'est le concours de qui va blader le plus fringe, le plus cringe. Là, tu sais, on dirait qu'ils essayent de gagner le trophée du match le plus gore. En même temps, tu sais, ce que j'apprécie là-dedans, c'est qu'il y a deux gars de chez nous qui sont mis over dans cette histoire-là. Oui, absolument. Ça, je ne l'enlèverai pas. Puis il figure très, très bien. Il figure vraiment très, très bien. Mais les deux ombres au talon, c'est Tanahashi qui a l'air magané. Puis il a eu ça. Moi, je suis pas un fan de ça. Puis je peux être un fan de ça. J'aime ça intense, puis plus court que ça. C'était trop long. C'est trop long. Puis naturellement, Pac qui gagne le championnat Mid-Atlantique, je me rappelle bien. Oui, exact, la nouvelle belt. Un méchant bon match en plus. Oh, c'est quelque chose de solide. Ça a été une soirée de lutte. Tu disais que tu regardais de quoi d'important. On va en reparler à la fin de l'année, ce gars-là. Moi, je pense que oui. J'ai pas vu... J'ai pas vu non plus qu'est-ce qui en retourne au sujet de Meltzer, là, tu sais, les notes puis tout ça. Je ne suis plus, en fait, abonné je ne suis plus abonné au Wrestling Observer. Je l'ai été longtemps, puis à un moment donné, j'ai comme mon abonnement s'est pas renouvelé. Puis j'ai comme passé de rette, mais c'est sûr que c'est certain que je vais je vais me réabonner, c'est clair. Mais en attendant, ben regarde, moi je pense que c'est important de féliciter lorsque c'est pertinent de le faire. C'est important de féliciter la AEW. Au même titre que je vais le faire pour Impact ou GCW ou la WWE ou Ring of Honor. Ouais. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du fun de même pendant un gala de lutte, pendant un pay-per-view, vraiment. Puis j'ai hâte de voir quelle va être la suite. J'ai hâte de voir le retour de Punk. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Moxley comme champion. C'était écrit dans le ciel de toute façon. Il était pas pour donner la belt à un gars de New Japan. Là. Ça n'avait pas de sens. Mais non, ça n'aurait pas eu d'allure. À moins que on aurait appris que il s'en venait à la AEW, qu'il voulait faire une run aux States, tout ça. Parce que ça, c'est une de... Mais encore là, je trouve pas que les Japonais ont fait lever la foule. Non, mais c'est pas ça qu'ils font, eux autres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour eux autres, je suis pas sûr que ça a l'air... À vue de nez, que ça a l'air lucratif de run aux States. Ah, peut-être dans ce... OK. Peut-être dans ce sens-là. Par contre, écoute, moi, j'aime ça. J'aime ça, New Japan. Je trippe vraiment sur New Japan. Puis, je suis content qu'il y ait une Fed aux States, tu sais, qui en fasse la promotion. Tu sais, il y avait eu des affaires qui avaient été faites dans le passé avec Ring of Honor, puis des espèces de galas, des galas conjoints, puis des affaires comme ça. Sauf que, tu sais, il y a tellement de bons workers. Là, en ce moment, là, je te parle, puis je suis sur la page de New Japan Pro Wrestling. Tu sais, t'as Takahashi, t'as... c'est parce que... Okada, t'as Tanahashi,
Écoute, puis t'as tous les anciens, puis il y a Jay White aussi qui est très solide. T'as tous les anciens, t'as tous des anciens là, qui étaient là, Tomohiro Ishii, entre autres, là, celui qui a l'air d'un nain de jardin là, fait avec un arbre. Il y en a un paquet. Il y a Kushida qui est retourné en plus, qui était à NXT, avec sa gamique de Back to the Future, puis sa petite veste à la Marty McFly. Ils ont des gamiques weird, mais c'est tous des workers extraordinaires. Ah, ça, j'ai rien à redire là-dessus, Martin. Voilà. T'as Sanada, t'as Will Ospreay qui est là. Il y en a un paquet, puis il y en a que j'oublie. Il a emmené Will Ospreay aux États-Unis. Il a emmené Zack Sabre Jr. aux États-Unis. Voilà. C'est des gars que le monde. Ça, c'est des gars que les Américains vont avoir envie de revoir. Tu comprends? C'est sûr. C'est sûr, puis ils n'ont pas. La seule affaire, le seul pari qu'il y a derrière ça, honnêtement, là, c'est. Est-ce que les gens vont accepter de vivre cette différence-là parce que ces workers-là, ben, ils pourront pas faire de promo. Ils pourront pas, là. Comment tu voudrais, là? Ça n'arrivera probablement pas. Mais, tu sais, moi, je me souviens qu'à une certaine époque, c'est pas tous les lutteurs qui faisaient des promos, Martin. Non, je dis pas que... Tu sais, tu leur donnes un interprète. Mettons que tu arrives puis tu dis, bon, ben, parfait... ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir un worker qui va venir du Japon, puis on va lui donner un mouthpiece. J'aurai pas de problème avec ça. Aucun. J'aurai aucun problème avec ça. Ça serait l'option. Parce que tu vois, moi, je verrais ça justement, un worker qui arrive du Japon pour faire une feud intéressante dans la haute carte, justement, à AEW. Puis tu sais, le gars, il arrive, là, puis tu sais, contre un Loudmouth, contre un MJF, justement, qui est un Loudmouth. Ouais. Puis à ce moment-là, tu sais, puis lui, là, il dit pas un mot. Pas un mot tout le long du story, là. Ben, regarde The Great Muta. Même concept, même affaire. C'est un worker absolument extraordinaire. Strong style, acrobatique, tout. Il est arrivé ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un mouthpiece. Ils ont mis un manager. Fait en tout cas, ça va être intéressant de. Oui, Wawa Tatawa, il y a eu une nouvelle ceinture à EW qui est la culmination, si tu veux, d'un espèce de pseudo-tournoi dans lequel il y avait des gens pour se qualifier. Un peu l'équivalent de la North American à NXT, mettons. Là. C'est vraiment drôle quand tu te tournes avec ton green screen parce qu'on dirait que tu veux regarder le C de carré rond. Hey, t'en as parlé, on n'a pas le choix d'y aller. Il va y avoir effectivement un événement au cours duquel je peux pas croire que je vais le dire. Ric Flair va worker 31 juillet. Évidemment que c'est présenté conjointement avec Starrcast. Starrcast qui est évidemment le bébé de la convention de Conrad Thompson, qui est le gendre de Ric Flair, qui a épousé sa fille. Ils ont conservé le nom Jim Crockett Promotions, comme à la belle époque de la NWA. Je ne sais pas comment ils ont obtenu de continuer d'utiliser ce nom-là. Il y a déjà une carte, écoute, je l'ai sous les yeux, là, j'ai pris ça sur le Québec. Josh Alexander contre Jacob Fatou, qui est le fils de Tonga. Jordan Grace, Diona Purrazzo, Rachel Ellering, ça c'est du côté des femmes. The Wolves contre Motor City Machine Guns. Killer Cross contre Davey Boy Smith. Intéressant. Clark Connors contre Ren Narita. Laredo Kid contre Bandido. Contre Taurus. Contre Ray Phoenix. Ça risque de revoler, mon vieux. Ça va être complètement ridicule. Mais l'adversaire de Ric Flair n'a pas encore été annoncé. Je me demande si ça sera pas Jerry the King Lawler. Moi. Il travaille encore. Ça prend, moi, je pense que ça prend un gars qui est dans le même âge, parce que tu peux pas le mettre contre un jeune. Là. Moi aussi. Il faut que ce soit un gars qui peut suivre son rythme. Puis c'est ça. Puis naturellement, quelqu'un qui est un bon lutteur, parce que tu sais, il veut pas vieillir, peut-être un peu plus fragile. Là, Martin, moi, je vais te parler de quelque chose qui a cours ces réseaux sociaux en ce moment. Il y aurait 3 jours. Mike Bailey et Buddy Matthews auraient eu le combat de l'année. Et ça s'est passé où? Game Changer? Pro Wrestling Gorilla, et le combat est introuvable. Ah, ça c'est dommage. Mais là, tu parles de pour le moment. Tu parles, tu sais, avec évidemment Speedball, on n'a pas besoin d'en ajouter. Puis Matthews, ben, c'est un worker extraordinaire. Il est en shape comme je ne l'ai jamais vu en shape.
Puis là, ben, je sais pas, est-ce qu'il l'utilise à AEW? Qu'est-ce qui se passe avec ça? On le voit jamais. Il n'était pas dans les pay-per-view. On le voit rarement à Mais TV. là, c'est ça, il l'a envoyé des Indies, probablement faire du repérage, puis justement travailler avec un gars comme Mike Bailey, qui a travaillé aussi avec John Moxley dans les dernières semaines. Il y a des grosses semaines, Mike Bailey, c'est en site, là. Ben, écoute, en anglais, on dit long overdue. S'il y a bien quelqu'un qui le mérite. Allez sur YouTube, là, puis tapez Speedball Mike Bailey, OK? Puis regardez n'importe quel combat. Que ce soit à Great North contre Jeremy Prophet, que ce soit quand il a gagné à Belt, que ce soit sur les autres indies, GWC, PWG, MLW, peu importe où il passe, ce gars-là, il laisse personne indifférent. Il n'y a personne qui va dire « Ouais, c'est cool, le combat de Speedball. » Non, c'est tout le temps la folie. Puis c'est un gars de chez nous, super gentil. D'ailleurs, il est passé dans le Coréron. On avait eu bien du fun avec lui. Puis c'était à l'annonce, évidemment, de sa signature avec Impact, puis du fait qu'il y avait eu une levée sur son interdiction d'aller aux États-Unis. Fait que moi, je suis super content, vraiment, vraiment très content pour lui. Il suffisait que la porte s'ouvre pour qu'il mette le pied dedans. Jerry n'est pas une propriété de la WWE. Jerry Lawler a fait bien des combats sur les Indies, même s'il est associé. Il en fait dans les trade shows, ces choses-là. Oui, c'est ça, exactement. C'est une attraction de Jerry the King Lawler. Oui, absolument. Non, il n'y a plus le même contrat qu'il y avait à l'époque. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il a remplacé quand que. Voyons, son nom m'échappe, là, mais le chum de Carmella. Corey Graves, il l'a remplacé quand il est parti en voyage de noces, puis des affaires comme ça. Puis, tu sais, je pense qu'il est en bon terme avec la WWE, mais tu sais, Jerry Lawler, il a son podcast, il a ses affaires, il fait ses patentes. Mick Foley, pareil, il est rendu Conrad Thompson. Fait que. Il sort Jerry Lawler les soirs de gros shows comme WrestleMania, SummerSlam. C'est comme Booker T. Booker T a son école de lutte, puis il y a des étudiants qui travaillent partout. Il y en a même plus à WWE parce que la dernière qu'il y avait, c'était Ember Moon, puis elle est rendue à AEW. Mais quand il y a les gros, le Big Four, ben, quand ils ont besoin d'un panel avant que ça commence, ben Booker T il est presque tout le temps là. Oui, tout à fait. Super intéressant. C'est sûr qu'on va suivre ça. C'est clair que s'il faut commander StarCast, ça coûte 50$. Moi, je ne commanderais pas ça pour aller voir un combat de Ric Flair. Pas par... j'ai un immense respect pour Ric Flair, puis la question ne se pose même pas. Sauf que j'en ai parlé pour... Ben écoute, l'affaire la plus conne qui pourrait se passer, c'est qu'il sorte Hogan. Ça n'aurait aucun sens. Hogan avait déjà de la misère à suivre Flair dans l'état où il est là. Ben non, c'est ça. Tu sais, Flair à côté d'Hogan va avoir 20 ans. Probable, parce que Ric Flair, de toute façon, Ric Flair, là, regardez bien, là, on vous expliquait ça d'une manière bien simple. Si vous voulez avoir un comparatif athlétique là, avec Ric Flair, là, c'est Guy Lafleur. Guy Lafleur, là, il arrivait au camp d'entraînement des Canadiens, là, c'est un fumeur, puis c'est lui qui avait genre 40 battements à minute. Tu sais, c'est des athlètes naturels, c'est des phénomènes de la nature. Ric Flair est pareil. Tu sais, il squattait encore 400 livres, puis juste avant son accident, là, puis ses problèmes de santé. Il y a... ouais, c'est pas fou, ça. Sting, c'est vraiment pas fou, Martin. Ça serait vraiment un choix logique. Je comprends pas pourquoi ça m'est pas popé. Non, c'est eux autres qui avaient fermé Monday Night Raw. Ouais, ben c'est ça. Ça serait peut-être justement l'adversaire logique. Ça ferait du sens. Le côté âge, ben, tu sais, il est dans soixantaine, Sting. Mais as-tu vu le spot qu'il a fait à Forbidden Door, man? Oui! C'était incroyable. Moi, écoute, 63 ans, puis ce gars-là, il refuse de s'arrêter. Ah non, moi, j'étais flabbergasté ben raide. J'ai capoté. Puis le pire, c'est que je suis le premier à dire, ben voyons donc, arrête ça, ça n'a pas d'allure. Mais là, ils m'ont eu. Écoute, moi, je pensais qu'il était pour descendre au bout d'un câble, comme il faisait dans le temps de Crow Sting. Mais non, man, il se garoche sur le paquet de monde en bas. Moi, j'étais assommé ben raide. C'était vraiment quelque chose d'écœurant, ce maudit pay-per-view-là. Le genre que je serais down de regarder encore, là. C'est ça, la AEW a livré la marchandise avec ça. C'est ça qui arrive en ce moment. Mais le retour de Jericho les aide beaucoup, là. Ça a fait remonter les codes d'écoute.
avec le Jericho Appreciation Society. Parce que quand Jericho est parti en vacances, puis dans sa tournée de spectacle, c'est là que les codes d'écoute ont baissé. Ah oui, c'est sûr. Puis j'ai trouvé ça. On va enchaîner parce qu'on va reparler de Jericho puis de Bryan Danielson, mais j'ai trouvé ça bien sympathique qu'à l'hommage qu'ils ont fait pour John Cena, que Jericho puis Bryan Danielson, il y a un Big Show aussi. Big Show, c'est vrai. Je sais pas s'il y a eu Mark Henry, mais en tout cas, tu sais, j'ai trouvé ça sympathique. C'est pas, écoute, ça fait de mal à personne. Puis ça fait juste en fait attester de la grande qualité de worker que John Cena est, que vous ayez aimé sa gimmick, que vous ne l'ayez pas aimé, que vous ayez trouvé qu'il n'était pas polarisant, puis que si vous faisiez partie de ceux qui le huaient ou ceux qui le cheeraient quand il arrivait dans un gala, si vous y alliez en personne, ben l'idée derrière ça, c'est qu'il a laissé absolument personne indifférent. Et faut pas oublier que Steve Austin, de ce que j'en comprends, il a le record du T-shirt le plus vendu. Austin 316, ça a l'air que c'est tellement un gros record que c'est intouchable. Ça a l'air j'en suis convaincu qu'il y en avait encore plusieurs aujourd'hui. Oui. Il y a NWO aussi, évidemment, le noir, là, standard classique. Le classique. Puis après ça, là, si tu prends le total de la merch vendue, toute la merch, tout ensemble, le champion, toute catégorie, c'est John Cena. Ah, ça, c'est clair. Puis ça, c'est clair. Puis devant Hogan, là. Devant Hogan, devant NWO, devant le seul, l'item le plus vendu, c'est Austin 316, après c'est NWO. Mais le reste, là, les petits poignets, les t-shirts, les calottes, les whatever, c'est John Cena. Puis en plus, il y a un record qui, semble-t-il, pourrait probablement ne jamais être battu. C'est que c'est lui qui a donné le plus de vœux ever à Make-A-Wish. Ça, là, c'est ce qui le rend attachant. Oui, absolument. Tu peux pas... Tu sais, puis que tu l'aimes pas dans le ring, c'est une chose, mais l'individu, là, c'est un gars incroyablement généreux. Ouais. Je l'ai vu dans plein de vidéos, justement, parce qu'il a réalisé des rêves d'enfants comme ça. Ouais. Puis il est jamais trop pressé avec eux autres. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint du comportement de John Cena. Exactement. Non, c'est pas vrai, ça. Il y en a une gang. C'est ceux qui étaient pauvres. Non, c'est The Nexus. Parce que c'est probablement le angle qui a été le plus hot de la WWE depuis fort longtemps. Puis c'est lui qui l'a squashé. Puis là, il s'est excusé publiquement, puis il a regretté de l'avoir fait. Il était dans le début de sa run. The Nexus est arrivé, on se rappelle, avec Tough Enough. C'était les débuts de NXT, c'était la première saison. Oui, exact. Et, tu sais, on parle là, du fameux takeover qui avait eu lieu, là, puis que, écoute, là, excusez-moi, Justin Roberts qui se fait après se faire étrangler par Daniel Bryan. Daniel Bryan qui se fait congédier à cause de ça. Il le ramène pour SummerSlam. Bret Hart lutte à SummerSlam contre la Nexus dans la méga équipe de John Cena avec John Morrison, puis The Miz, puis un paquet d'autres gars. Edge, je me rappelle bien. Mais oui, c'était super intéressant. C'était un paquet de jeunes talents qui arrivaient, justement. Puis, il avait besoin de ces rafraîchissements-là. Oui, puis en fait, si tu te rappelles, là, la destruction massive de The Nexus, c'est quand il y a eu un combat, je pense que John Cena, il les a tous battus en une veillée. C'était complètement ridicule. Non, mais c'était pas, il n'y avait pas un match contre tout le monde, mais ils ont tous essayé d'aller y péter à gueule, puis les a tous pété à gueule. Une veillée. Il a dit, c'est pas vrai que, tu sais, il est en début de sa run de champion, là, pas Togonomics, mais après, là, avec la spinning belt, puis tout. C'est lui qui a mis un terme. Écoute, laisse-moi vérifier quelque chose, parce que il me semble qu'il a gagné un match genre à 10 contre 1. Ah, c'est possible, ça se peut. Mais c'était complètement ridicule, mais bon. Puis, ben voilà, tu sais, on passera pas le show là-dessus, mais tu sais, c'est bien normal que la WWE ait fait rendu un hommage pour les 20 ans de John Cena. Maintenant, la question sur toutes les lèvres, est-ce qu'il va remonter dans le ring? Parce que là, moi, j'ai rien vu à cet effet-là. Là. Moi, j'étais sûr qu'il était pour starter un angle puis qu'il pourrait culminer vers SummerSlam ou quelque chose comme ça. Ben non, ça a juste été... ça a été chill. Il a bien dit que c'était pas la fin, qu'il y en aurait plus qu'un, mais qu'il savait pas c'était pour être quand. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, j'étais pas mal sûr que. J'étais pas mal sûr qu'il était pour spinner quelque chose avec ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était un Raw sympathique. Ouais, c'est le fun de le voir faire des promos.
avec Street Profits, ils m'ont bien fait rire. Oui, absolument. Et puis, non, écoute, c'est sûr que de ramener John Cena à TV pour un soir de même, ça fait gonfler comme d'écoute. C'est clair. Puis, naturellement, Vince McMahon est venu se pointer. Ben oui, c'est sûr, Vince McMahon est venu se pointer. Vince McMahon s'est pointé aussi à UFC le même soir. Tu sais, là, c'est drôle, hein? Là, il se la montre la face, là, depuis toutes les histoires, depuis qu'il est président. Lui et Tony Khan dans le même building. Ah oui, c'est ça. Puis ils sont probablement jasés. Moi, je serais pas surpris. Je serais pas surpris de ça. Mais Tony Khan était avec Jim Ross, tu sais, veut pas, là. Tout le monde se connaît. Là. Mm-hmm. C'est clair. Puis l'autre affaire, parallèlement, pour ce qui concerne Money in the Bank, ben regarde, on va en parler vite fait. Là, Liv Morgan, championne de transition, tant qu'à moi. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle était due. Regarde, là, moi, je pense que c'est correct. C'est elle qui vont sacrifier à Charlotte, probablement, pour son retour. Bah, c'est probablement ou peut-être à Naomi. Peut-être à Naomi ou peut-être à Ronda. Là. Ouais, parce que Ronda va sûrement avoir un rematch aussi. Moi, je pense que oui. Fait qu'en tout cas, on va voir. Puis l'autre affaire, ça confirme. Pour moi, c'est clair que il est fort probable que l'avenir de la W, le next big guy, ça va être Theory. Tout s'enligne là-dessus. Tout est là. Il est bon sur le mic. Il est beau bonhomme. Il est bon dans le ring. Il a un moveset différent. Tu sais, il n'y a pas les 10 moves, là, tu sais, close line. Puis, non, c'est innovateur. Il y a beaucoup de choses qu'il fait que personne d'autre fait. C'est lui. On s'en va là. C'est le prochain. Après Roman, ça va être lui. Ah non, ça, écoute, ça fait un bout qu'on a commencé à parler de Theory. Ouais. Puis qu'on dit que c'est un slow build. Puis écoute, ça va bien, ces affaires. Il a perdu le titre US, c'est parfait. Ça enlève Bobby Lashley du Universal Title Picture. Ouais, parce que en fait, la façon, ben, tu sais, ça enlève, ben. Tu sais, là, si j'ai bien compris, Lashley a gagné à belt. Mais Austin Theory a gagné Money in the Bank. Fait que, tu sais, moi, je sens, ça sent l'upgrade, là. Tu sais, on va tranquillement, pas vite. C'est ça, tu sais. C'est comme Brett qui perd contre Owen, mais qui va chercher la belt à la fin de WrestleMania 10. Ouais, ou c'est un peu comme... ouais, Brett contre Owen, ou c'est un peu Seth comme... Rollins. Non, c'est comme Brett contre Davey Boy à SummerSlam 92. Ouais, okay. Brett, il perd la IC belt, mais c'est lui qui est over, même s'il a perdu. Ah, tout à fait. Tu sais, fait que... Puis Davey Boy, de toute façon, était magané même avant le combat. C'est de notre mais écoute, moi, là, Theory, avec son petit air baveux, puis le Money in the Bank des mains, ouais, ça va être intéressant. Ça va vendre, ça. Oh, ouais, ça va être bien intéressant. Ça va être le fun à suivre, clairement. Nous autres, mon cher JC, on va faire une très courte pause parce que, écoute-moi bien, cette semaine, j'ai une chronique lutteur old school, man. Je te le dis. Ah, si j'en reviens pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va... allons-y avec ça. Très courte pause, puis on passe ça. Écoute, la première chronique old school en longtemps. Une question que moi je me pose, la lutte, là, est-ce que c'est pour les faibles? Jedi mon cul, ouais. Hemos estado aguantado por mucho tiempo. Vemos el programa lejos, actuamos como si nada. Por todas buenas razones. Non, t'as un rire particulier. Voilà, c'est ça que je veux dire. On fait-tu? Ah oui, vas-y, je te donne le droit, je te donne le droit. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, t'es pas loin, hein?
Jacques Rougeau. Comment ça va? Merci infiniment d'être avec nous autres. Salut Martin, ça va très très bien. Merci de me recevoir sur votre podcast. Écoute, il y a de l'action de ce temps-ci. Puis soit qu'il y avait Abdullah qui venait chez nous, ben Joe le Duc. Puis tu sais, quand t'as 5-6 ans, puis tu vois Abdullah rentrer dans la maison, c'est pas comme ça pour Noël. Puis, fait que tu sais, ça a commencé là que j'étais un petit peu traumatisé. Et puis finalement, ben j'ai décidé d'emprunter 500 pièces à ma mère. Puis je me suis servi du nom Rougeau, mais la notoriété du nom Rougeau, puis j'ai appelé Stuart à Calgary. Fait que quand j'étais arrivé le matin à TV, puis j'ai vu ça, j'étais énervé. Puis là, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, j'avais été le voir, j'ai dit, excuse me, Mr. Flair, j'ai dit, I'm working with you on TV, tu sais, j'ai travaillé avec toi à TV aujourd'hui. Si Hulk est le gars qui a le plus fait de marchandisage de marde, ben, on dirait, la prochaine, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que Sting est celui qui en a subi le plus. Mettons, là, tu parles d'un worker, là, d'un lutteur, ou dont le personnage, pas le worker, mais le personnage est vraiment badass. Invaincu. Une brute. Des départements de sécurité au complet sautent sur le gars. Puis ils sont pas capables de l'arrêter. Tu sais, là, tu cherches des idées de marchandisage, tu sais, pour bien représenter la brutalité de ce personnage-là, sa force, sa détermination, son désir de péter la gueule à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Ah oui, un frisbee. Membre de la famille H2O Web Media. Écoute, Frank, je t'en ai pas parlé parce que j'attendais des réponses officielles et tout ça. Et comme tu le sais parce que tu étais là, j'ai lancé un appel, hein, en fait, dans le Mettons Universe. Oui. Et écoute, je ne sais pas si je suis prêt là, pour ça, mais Ananas l'information, Frank, a répondu à l'appel et ouais, c'est complètement... Mais est-ce qu'il a fallu que tu négocies longtemps avec son armée d'attachés de presse? Ben, je te dirais que ça s'est relativement bien passé, mais là, elle a accepté notre invitation. À ma très grande surprise, d'ailleurs. Et Ananas, si tu veux bien te joindre à nous, merci infiniment d'avoir accepté. Mes amis, je suis fier de mon nouveau décor spécialement adapté pour vous rejoindre le peuple français. Avant j'ai des questions pour toi, Ananas, mais est-ce qu'il serait possible que tu te déplaces un petit peu plus du côté... Oui, bouge plus. Non, reviens vers nous un petit peu. Parfait. Oh, là, on bouge plus. On s'entend-tu que c'était genre 3-4 000 gros max, là, quand même, là? Non. C'était la plus grosse foule pour une manifestation au Canada. Ce n'est pas les merdias comme TVA Poubelle qui vont dire ça. Il y avait 102 347 manifestants. Bravo! Mais là... 102 000, ton chiffre, il vient d'une source crédible, j'imagine? Je les ai comptés. Ouais, sur YouTube? Frank, scrape pas mon texte. La France, Ananas? Les triples merdouillés qui se retrouvent à l'hôpital, 90% en meurent. Et aussi, tu sembles vraiment toujours déformer les chiffres, là. C'est une manie chez toi, là. Non. J'ai vu ça sur Rumba. Où ça? C'est quoi? Sur Rumba,
Et aussi sur Odyssey, can you see my double sensible? Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide et la chance de participer au mystique Denis la nuit. Rire et facepalm garanti. Cette semaine, mon cher JC, je vais te parler de quelqu'un dont ça fait longtemps que j'ai envie de parler dans le Coréron parce que le gars, de dire que c'est une légende, c'est un euphémisme. Écoute, c'est probable, c'est bon. C'est un des plus grands workers à avoir travaillé dans plein de catégories. Okay? Dans plusieurs catégories. Au départ, je vous le présente, il s'appelle Daniel Allen Hodge. Mais son nom de worker a toujours été Danny Hodge. Il est originaire, en fait, il est né le 13 mai 1932 et il est décédé le 24 décembre 2020 à l'âge vénérable de 88 ans. Il vient de Perry, en Oklahoma. Perry, en Oklahoma, qui est la terre d'origine également de Jim Ross. Et voilà, pour vous parler un petit peu du genre de monsieur à qui on a affaire. Ça a été un lutteur amateur, un boxeur, puis un lutteur professionnel. Il a été champion à la NCAA 3 fois. Il a gagné une médaille d'argent aux Olympiques, je pense en 56, et il a fini 5e aux Jeux olympiques d'avant, donc Melbourne, et avant ça, j'essaie de me souvenir, ça a été à Melbourne en 56, en 52, je ne sais pas. J'ai envie de dire Munich, mais je dis ça de mémoire. Il a placé 5e. Le gars, il a gagné 3 fois les gants dorés à la boxe. Rien que ça, là. Ça c'est avant d'être lutteur, là. OK? Et l'affaire, la pire affaire dans ce... Ben, pire, ou la chose la plus impressionnante de Danny Hodge, c'est que pendant toute sa carrière de lutteur amateur dans la NCAA, et je parle pas d'Olympique, je parle pas de qualification, je parle dans NCAA, il a pas jamais perdu un combat, là, JC. Il a jamais perdu un round. OK. Au point, là, ça fonctionne au point, là, dépendamment du style. Ouais. Il a été 7 fois champion de la Junior Heavyweight de la NWA parce qu'il était pas sur une très grosse charpente. OK? C'était pas un gars de 220 livres, c'est un gars de 180, 190. Si tu te rappelles, on en a déjà parlé de la Junior Heavyweight. Ça a été la ceinture préconisée beaucoup par... en fait, qui a été mise de l'avant énormément par Greg Gagné aussi de la AWA avant qu'il devienne promoteur et qu'il fasse ses affaires de son bord. L'autre affaire, c'est que Danny Hodge avait ceci de particulier qu'il avait dans ses mains, tous ses tendons étaient en double. Les tendons. Ouais. Fait que ça faisait en sorte que ce gars-là était capable d'effoirer des pommes de même. Là. Il l'avait fait en 2008 ou 9 à Raw. À un moment donné, Jim Ross l'avait invité pour lui rendre un hommage. Ils ont donné une pomme, il l'a fait dans le ring. C'était comme, je te le dis, là, c'est comme s'il effoire une crise de grosse fraise. Là. Il effoire ça, le jus coule, toute la patente. Fait que, en fait, il est né, c'est ce que j'expliquais, il est né en 1932, born and raised en Oklahoma. Son vie familiale et enfance pas facile. Sa maison a brûlé quand il avait 9 ans. Sa mère a eu 70% du corps brûlé.
Il a fallu qu'elle ait des transfusions sanguines et tout ça. Alors, il a été élevé, lui, par son grand-père. C'est en 1951, à son école secondaire, Perry High School, que là, ben, il se découvre évidemment un talent inné et, virtuose de la lutte amateur. Il y a, comme je te dis, sa fiche à l'Université d'Oklahoma, c'était 46-0. Et il n'a jamais été... On l'a jamais... taken off his feet. Il n'a jamais été mis à terre de sa carrière de lutteur amateur à l'école. On s'entend, là, je parle pas des Olympiques. Il a gagné dans à peu près toutes les catégories de poids, dans le freestyle, particulièrement dans le freestyle, mais il a gagné aussi à 175 livres en gréco-romaine. Regarde, le gars, c'est le Wayne Gretzky de la lutte amateur. Tu sais, c'est quoi le trophée Heisman, qui est pour le meilleur joueur collégial américain au football? L'équivalent du trophée Heisman à la lutte amateur s'appelle le Dan Hodge Trophy. Okay? Oh, OK. C'est de ça que je te parle. C'est une grosse récompense. Oui. C'est le monsieur. C'est le shooter des shooters. Ça part pas de nulle part, par exemple, cette histoire-là, parce que tu te rappelles que je t'ai déjà parlé de Leroy McGurk, qui était le mentor de Jim Ross, qui était le promoteur en Oklahoma, qui a perdu la vue plus tard et dont Jim Ross était l'assistant. Et il est entraîné par, écoute bien ça, Leroy McGurk, qui était un autre shooter épouvantable, et nul autre que Ed Strangler Lewis, qui faisait partie du Goldust Trio. Les trois gars, en fait, avec Tootsmont, puis le troisième, dont j'oublie le nom, qui ont, en gros, parti la lutte moderne. C'est eux autres qui ont sorti ça des carnavals, qui ont mis ça dans les arénas, qui ont présenté ça comme des événements sportifs. C'est tout à eux qu'on... c'est tout à eux qu'on doit ça. Ben, il y en a un de ces trois-là qui a été l'entraîneur de Danny Hodge. Il y avait la grosse rivalité qu'il a eue à l'époque, à la fin des années 50. C'était avec un worker qui s'appelait Angelo Savoldi et qui était très over, lui également, puis qui briguait le Junior Heavyweight Championship. Et écoute, il y a eu, je sais pas, l'histoire est très bizarre, puis il n'y a personne qui a voulu en parler. Ça n'a jamais été débunké ou expliqué, mais pendant le combat, Danny Hodge, moi j'ai entendu Jim Ross à un moment donné raconter que Danny Hodge avait ses raisons de faire ça, mais il les a pas expliquées. Mais il a poignardé, et tout le monde pensait que c'était un work, a poignardé Angelo Savoldi tellement qu'il a eu besoin d'avoir recours à 70 points de suture. Fait que c'était pas juste Roger Bontemps, bon athlète, là. Il était mean, là, le gars, là. OK? Il n'y a pas de niaisage avec ça. Hodge s'est fait arrêter. En fait, important de spécifier, le gars qui a stabé Savoldi, c'est le père de Danny Hodge, voilà. Jim Ross avait dit que le père avait, semblerait-il, eu des raisons pour faire ça, mais il les a pas expliquées. Ils ont arrêté son père, évidemment, il s'est fait arrêter. Et regarde, il avait déjà gagné le combat. La personne qui l'a battu pour la ceinture, ça c'est un autre nom qui va te rappeler des souvenirs parce qu'il a été l'entraîneur de ben du monde, c'est Hiro Matsuda, qui a été l'entraîneur, entre autres, d'Hogan. Il a cassé la jambe. Il a cassé la jambe de Hulk Hogan. Il a entraîné Lex Luger aussi. Et là, ben, il y a eu pas mal un back and forth entre les deux avec la ceinture Junior Heavyweight jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, la ceinture, le titre soit tout simplement abandonné. Il y a eu des feuds avec Sputnik Monroe, dont j'ai déjà parlé, qui est le fameux lutteur de Nashville, qui était reconnu pour être à une époque où la ségrégation faisait encore rage. Ben lui, tu sais, il a tout fait pour que il continue pour permettre en fait aux Afro-Américains d'être des workers reconnus comme tous les autres, à tel point qu'à un moment donné, il a délibérément fait des niaiseries et a engagé un avocat afro-américain juste pour avoir plus de heat, là. Donner une idée, là. Mais Sputnik Monroe a été encensé plus tard pour toutes sa contribution, tiens, si tu veux, à la fin de la ségrégation, particulièrement dans le monde de la lutte. Puis il travaillait dans un territoire où il y avait
évidemment, le Junkyard Dog. On parle de la Louisiane. C'était probablement le gars le plus over qu'il y a jamais eu dans ce secteur-là. Il remplissait le Superdome et tout ça. Tout ça pour mener vers 1976, qui a été le moment de sa retraite. Il y a eu un combat de championnat contre un gars qui s'appelle Eric Embry. Si vous avez lu les livres de Mick Foley, Eric Embry, c'est le cas classique du worker pourri, mais bon sur le mic. Pas de shape. Un genre de Playboy Buddy Rose, mais en plus petit. Et, regarde, tout le monde l'haïssait. Fait qu'il mettait des sièges au 18... Il mettait des fessiers au 18 pouces. Fait que c'est contre lui qu'il y a eu un de ses derniers combats d'importance, si on veut. Je te disais d'ailleurs que... Je te parlais tantôt. Bon, évidemment, il est membre du Hall of Fame de la lutte. Cauliflower aussi et tout ça. Il est apparu 2 fois à Raw. C'était en 2005 et en 2012 avec Jim Ross. Voilà, donc il y avait eu... je pense qu'il avait fait venir... était-ce Bret Hart qui était là, ou en tout cas. Mais c'est ça. Puis il a été intronisé aussi au National Wrestling Hall of Fame and Museum. Il y a une pièce à ce place-là qui porte son nom. Tout ça. Fait que Danny Hodge, en fait, assurément un des gars les plus badass que le monde de la lutte n'a pas pu trouver. Et là, je te raconte ça. Une des raisons pour lesquelles il a dû se retirer, c'est qu'il y a eu une blessure majeure. C'est arrivé le 5 mars 1976. Ça, j'ai entendu Jim Ross le rencontrer très, très souvent. Danny Hodge, il revient d'un gala. Tout ça, il a travaillé cette journée-là, puis il s'endort au volant. Il perd le contrôle de son véhicule. Il passe à travers la rampe d'un pont, puis son véhicule se retrouve dans l'eau. Dans l'accident, il se casse le cou. Il est pris dans l'auto. Avec son poing, il casse... Sous l'eau, là, il casse la vitre. Il vient en bout de sortir de là, de nager jusqu'à arrive en se tenant la tête. Il trouve une maison, il cogne, puis il dit « Hey, excusez, j'aurais besoin d'un lift, faudrait que j'aille à l'hôpital, je pense que mon cou il est cassé. » OK. Tu vois le genre de débile, là? Oh, non, c'est okay. Très impressionnant. Moi, ces histoires-là, ça me fait toujours capoter. Jim Ross raconte que lorsqu'il travaillait avec les Roy McGuirk en Oklahoma, au départ, là, tu sais comment ça marchait, je vais l'expliquer, mais à l'époque des territoires, tu avais le promoteur. Tu sais, c'était Vince McMahon père, mettons. Puis là, ben, tu avais des villes dans ton territoire, puis ces villes-là appartenaient en termes de promotion à certaines personnes. Tu pouvais avoir Gorilla Monsoon, mettons, qui s'occupait de telle ville. Tu peux avoir Bruno qui s'occupait de Pittsburgh. Tu peux avoir... Tu sais, fait que chacune, il y avait plein de monde de même qui était en charge de faire la promotion des événements quand il y avait lieu dans cette ville-là. Ça veut dire c'est eux autres qui allaient par la radio. Ça veut dire c'est eux autres qui mettaient des affiches chez Poteau. Ça veut dire c'est eux autres qui faisaient des promotions puis des événements pour promouvoir le gala qui devait avoir lieu là. Right? Fait que Jim Ross, lui, il a déjà fait ça pour les Roy McGuirk. Puis quand il savait qu'il y avait Danny Hodge sur la carte, ben, il disait à Danny, je vais t'emmener là-bas, ça va être moi ton conducteur. Puis on ira faire la tournée des magasins puis des endroits publics pour dire aux gens, venez asseoir au gala, Danny Hodge va être là. Lui, son fun à Jim Ross, c'est qu'il emmenait Danny Ross dans des quincailleries. Sais-tu qu'est-ce que Danny Ross faisait? Il attendait qu'il y ait du monde un peu, puis il prenait des gageurs avec eux autres qui pèteraient des pinces en les écrasant. Tu sais, quand je te dis qu'une pomme, il n'y a rien là, ce genre de force des mains-là, force des mains, force des poignets. On raconte, Lutez, il y a plusieurs workers, plusieurs shooters incroyables qui ont été dans le ring avec Danny Hodge. Et il raconte que, tu sais, mettons, Danny, il voulait te faire comprendre que tu étais stiff un peu, là. Il avait juste à te serrer le bras. Puis ça a l'air que c'était comme de le mettre dans un étau, là. Fait que tu vois le genre de phénomène. Oh non, c'est un badass. C'est un très, très badass. Je sais pas si tu as déjà eu la chance de regarder ça sur le network. Ça s'appelait Legends of Wrestling. C'est une table ronde. Il y avait Mean Gene, Dusty Rhodes, Roddy Piper. C'est super intéressant, cette discussion-là. Pat Patterson et tout ça. Et il y avait un épisode à un moment donné qui s'appelait Wrestling Badasses. Les badass de l'histoire de la lutte. Fait que tu sais, il est passé un paquet de monde. Dr. Death, Steve Williams était là-dedans. L'Iron Sheik, qui était un legit shooter. Là, ça a déjà été le bodyguard du chat d'Iran. Là. C'est pas des pieds de céleri. Là.
En effet. Bon. Puis là, il y a un paquet de noms comme ça qui sont sortis. Voyons, Dick Slater. Il y a un paquet de monde. Et quand c'est arrivé à Jim Ross, il a dit « Arrêtez. Le plus badass qu'il a jamais eu, c'est Danny Hodge. » Tu sais, fait que je vous résume ça. Médaille olympique en lutte amateur. 3 fois champion NCAA. 3 fois Golden Gloves. Pendant sa carrière amateur à la lutte, il n'a jamais été mis à terre. Il n'a jamais perdu un round. Puis là, après ça, il est devenu lutteur professionnel. 7 fois champion. Puis il y a une carrière qui s'est échelonnée sur plus de 20 ans et intronisé à tous les temples de la renommée que vous pouvez imaginer du monde de la lutte. Actif de la fin des années 50 à la fin des années 70-76. Et c'est pourquoi je pense que ça valait la peine de faire une petite chronique lutteur old school pour ce cher M. Danny Hodge. Puis il n'a pas été à l'époque où la TV roulait beaucoup. Fait que c'est pour ça que, tu sais, peut-être qu'il y en a même des gens qui sont en train de nous regarder très versés dans l'univers de la lutte qui ne le connaissaient pas. Mais Danny Hodge, assurément, dans la lignée des Lutez, dans la lignée des Greg Gagné, dans la lignée même, j'irais jusqu'à dire, là, des Ed Strangler Lewis, tous les grands shooters qui ont existé. Danny Hodge. Puis, oui, c'est ça. Puis pour clore le tout, ben, l'équivalent du Heisman Trophy du monde de la lutte amateur américaine s'appelle le Dan Hodge Trophy. Fait que je vois pas ce qu'on pourrait ajouter là-dessus. Il est décédé, comme je le disais, il est décédé en 2020, ça fait pas si longtemps. Et c'est la fin de ses jours, malheureusement, il était affublé de problématiques de démence et tout ça. Fait que ça s'est passé vraiment comme en catimini. Ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu publiquement. Sauf qu'il continuait de faire des sorties publiques. Il a même d'ailleurs été le chairman de la Fédération des sports de combat de l'Oklahoma. Ça veut dire que ça incluait la lutte, la boxe, lutte amateur, on s'entend, la boxe et le MMA. Donc, tout le monde dit que si le MMA avait été inventé à l'époque de Danny Hodge, il n'aurait jamais perdu. Et ça, il y a un paquet de monde qui l'ont dit, là. Des Dan Severn, puis des gars comme ça, là, ils ont tous dit la même affaire. Le plus grand shooter qu'il a jamais eu, c'est Danny Hodge. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Fait que là, moi, je suis content, JC, parce que tu sais, c'est qu'on s'en va. Puis je suis très, très content aussi de la thématique de cette semaine. Parce que ça va être un scrap à Mania qui n'aura pas beaucoup de scrap dedans parce que c'est vraiment des affaires hyper intéressantes. On s'en va là. Scrap à Mania avec JC. Sir. Alors, cette semaine, mon cher JC, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais t'es un peu allé dans le côté artistique, hein? Artisanat, entre autres aussi. Le domaine des arts. Oui, puis l'art, c'est subjectif. Oui. Et puis, ben là, on va regarder des affaires. Oui, il y a des affaires vraiment incroyables qu'on va voir qui sont d'une beauté. Puis, il y a quelque chose de weird. Je promets un des tatous de lutte les plus weird à la fin de c'est pas un des plus weird. C'est le plus weird. Non, il y en a d'autres, Martin. Il y en a d'autres à venir les prochaines semaines. Bon. Mais sérieux, c'est ça. Mais c'est ça. Scrap à Mania, c'est pas juste de la scrap. Là, je me suis laissé inspirer parce que qu'est-ce que les lutteurs inspirent aux gens? Ouais, c'est un bon... Tu sais, on va voir des tatouages, on va voir des toiles. Ouais, ben c'est ça. Disons pas trop, là. On va commencer, là. Commençons par la thématique, mettons, l'enfance de l'art, c'est-à-dire, tu sais, les enfants qui auraient envie de s'amuser à reproduire leurs workers préférés. Puis là, ben, on est dans la poterie / écoute, ça, c'est ça. C'est tous des trucs en plâtre, avec des moules, avec une solution de plâtre. Ouais. Puis qu'on pouvait peinturer nous autres mêmes. Je savais pas que ça existait. Je suis tombé là-dessus récemment. Il y a même un moule pour la ceinture. Ouais. Ben non, c'est ça. On les regarde en même temps. C'est du plâtre, le Plaster Molding Set. Fait que tu mettais du plâtre dans un genre de moule. Puis là, après ça, ben, ça te donnait un résultat, tu sais,
tangible. Ça venait avec un peu de gouache, puis tu pouvais peindre ton bonhomme. Ça a dû donner lieu à des affaires. Ça a dû donner lieu quand même à des œuvres assez particulières, tu sais, des Hulk Hogan. J'imagine, mais tu sais, je trouve ça le fun qu'il ait encouragé peut-être un peu la créativité aussi avec ça en même temps. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est le fun aussi, puis ça, c'est une des affaires que la WWE, c'est pas pour rien que c'est une multinationale gazilliardaire, c'est que ce qu'ils savaient faire, c'est que quand ils sortaient de la merch de même puis du licensing de produits, ben tout le monde y figurait. Regardez à droite, t'as Jake the Snake, t'as Ultimate Warrior, t'as Big Boss Man. Ça veut dire qu'il y en avait plus que ça. Là, ça a toujours été une grande force que l'AI a toujours eue. C'est que quand ils font du marchandisage, ben ils incluent tout le monde. Ils incluent... on pourrait même dire que certains workers sont peut-être devenus over grâce à ça. Pas à cause de ça, mais que ça a contribué à ce qu'il soit parce qu'il y avait la bébelle hot du moment que les kids s'arrachaient. Voilà. Oui, tout à fait. T'sais, quand les figurines ont commencé à devenir articulées, puis que là, ils nous ont fourni des petites chaises, puis des affaires de même, c'est le genre de bébelle. Puis des figurines, là, ils en ont fait. Ah ben là, ils vont continuer à en faire. Hey, on continue ça parce que là, les amis, on s'en va du côté de l'ultime peinture à numéro. Et là, ben, on parle bien sûr du défunt Jim Hellwig, qui ne s'appelait plus Jim Hellwig, mais qui a changé légalement son nom pour Warrior. Et là, ben, moi, je regarde, il y a deux affaires que je dénote en regardant cette œuvre. La première, c'est qu'il n'y a pas bien des couleurs. Et la deuxième, c'est qu'on dirait qu'Ultimate Warrior est écrit avec la police de caractère de Star Wars. Ouais, ça, je l'avais pas vu pour la police de caractère. En effet, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais tu sais, en même temps, si tu regardes, t'as mis l'image du Warrior à côté, puis sa peau est à peu près de la même couleur que le truc. Ça fit. Ouais, mais j'imagine, de toute façon, regarde, parce que là, c'est pas assez agrandi, mais tu sais, si on l'avait agrandi, c'est une wall plaque, là, c'est une murale, ça, on va dire ça comme ça. Ouais, une affaire à mettre sur le mur. Un truc pas plus gros qu'un 8 par 10. Non, c'est ça, mais tu vois le résultat potentiel final, là, dans le petit encart, la petite mosaïque qui est à côté, mais tu sais, bonne chance à réussir ça, là. Mais, en tout cas. Ouais, et puis avec de la peinture, de la gouache à numéro comme ça, pour que ça sorte beau comme dans le petit encart en haut, justement, ça faut que c'est un professionnel. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a dû avoir une couple de personnes impliquées dans la création de cette patente-là. Là, on continue dans les arts graphiques. Parce qu'on a une toile avec... Ce sont deux toiles plutôt avec Hogan et l'autre avec Ultimate Warrior, mais j'imagine qu'il y a une histoire en arrière de ça. Tu m'as pas envoyé ça random de même. Ça doit être parce que la personne qui a fait ça, on la connaît, là. J'ai un feeling, là. Non, moi, je pense pas qu'on la connaisse. OK. Moi, je suis tombé là-dessus sur eBay. Parce que ça a vraiment l'air... Là, c'est des toiles sur velours. Ouais, c'est ça, là. Ça a l'air quasiment du airbrush, là. Ouais, c'est ça, c'est des toiles sur velours. On voit que ça a de l'âge, là. Oh ouais, c'est pas ça a du vécu. Oh ouais. La personne qui vendait ça, elle disait que c'était elle qui les avait faites. OK. Puis elle voulait quand même un bon 3000 $ pour les deux. 3000 piastres? Ouais. Ben voyons donc, c'est pas du Rembrandt, ça, là, que c'est ça? Non, j'ai jamais tapé Rembrandt sur eBay, par exemple. Rembrandt. Tu sais, dans le fond, quand c'est ton art, tu peux bien le vendre au prix que tu veux, il suffit que tu trouves l'acheteur. Ouais. Tu taperas Rembrandt Wrestling pour voir. Je suis sûr, moi, trouver de quoi. Parce que tantôt, on va s'approcher du Picasso Wrestling. Ouais, non, c'est ça. Là, c'est ma slide préférée qu'on s'en va voir parce que là, JC, tu t'es surpassé, t'as sorti des tatouages que tu trouvais cool. Il y a une thématique. Moi, je trouve. C'est tout le même artiste qui est fait. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle un petit peu Betty Boo, là. Mais c'est sympathique pareil, là. Puis ça, c'est des tatouages d'un artiste en particulier qui... écoute, il y en a qui sont vraiment superbes. Quand je dis ça fait Betty Boo, là, je veux dire, c'est de l'art bon enfant un petit peu, là. Mais ils sont vraiment cool. Ils sont nice, c'est ça, exact. Tu regardes le Ric Flair en haut qui est vraiment styling and profiling, puis
Non, écoute, pis tu regardes Mankind, t'as l'impression qu'il est en train de tomber en bas de quelque chose. Oui, absolument. Moi, celui que j'aime, je les trouve tous beaux. Je trippe sur celui de. Je les aime tous. Si j'avais à choisir celui que je trouve le plus cool, je dirais. Je les porterais pas, là, mais Razor puis Owen là, sont assez. Owen, il a l'air aussi sympathique qu'il l'était. Ouais, c'est ça. Celui de Piper aussi, il est pas pire pantoute. Mais, pis ça, écoute, parce que là, vous vous en doutez bien qu'on va, on a gardé, comment qu'on va dire ça? On a gardé le pire pour la fin. C'est sûr, parce que il ne pouvait pas en être autrement. Non, c'est ça. Fait que on peut voir là, Jeff Hardy, Ric Flair, Razor Ramon, Mick Foley, Owen Hart, Piper et bien sûr Kane. Puis ils sont tous vraiment très cool. Alors si vous avez besoin d'inspiration. Il y en avait plus, mais c'est ça. J'ai envoyé ceux-là. Mais il faudrait que je retrouve l'artiste sur Instagram qui faisait ça. Mais il fait de bel job, là, tu sais. Et là, on continue. Hein? Là, c'est bien malgré lui que Hulk Hogan est marchandisé. Et c'est probablement... ça donne l'impression que le but recherché, c'était comment je vais dire ça? De créer ce que Picasso aurait peut-être peint s'il avait eu à peindre Hulk Hogan. C'est comme ça que j'interprète la chose. On est dans le cubisme. Et, c'est très abstrait. Oui, c'est ça. Mais on sait c'est qui, par exemple, le Fu Manchu carré. Et voilà, une espèce de... tu sais que c'est lui, là. Le Fu Manchu, c'est sa marque de commerce. Là, puis le jaune et orange, évidemment. Non, c'est ça. On peut pas se tromper avec l'image, là. C'est très reconnaissable. Puis encore là, c'est une toile qui est en vente sur eBay pour quelque chose comme 300$. Je paierais 300$ pour ça, bien avant de payer 3000$ pour la ratine de velours. Les toiles sur l'eau, là, ouais, non. Non, je trouve que ça paraît bien, en plus, bien encadré. Là, oui, absolument. Puis, écoute, c'est la preuve hein, que, tu sais, Hulk Hogan, si tu parles du Red and Yellow, là, c'était plus un worker, c'était tout simplement une marque de commerce. C'est quand t'es rendu que tu peux regarder quelque chose d'abstrait à ce point-là, puis tu sais exactement c'est qui, c'est parce que l'humain en question est assurément devenu maintenant un brand. Puis c'est un des gars qui a joué des plus grandes visibilités jamais vues aux États-Unis. Absolument. C'est un icône. C'est une icône. Il est plus gros que la lutte. Oui, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Et là, écoutez, les amis, moi, c'est une des pires affaires que je pense que j'ai vues de ma vie. Je vous confirme, en tout cas, selon mon analyse, que c'est un dude qui a ce tatouage-là, selon moi. Mais peut-être que, JC, tu vas me le dire. Puis je veux pas avoir l'air misogyne ou pas fin, là, si c'est une femme. Puis écoute, je vais répondre à Boston Pat parce qu'il dit pas celui du gars qui s'est fait tatouer Hulk Hogan dans le dos. Non, c'est pas celui-là. C'est dans le dos, c'est un gars, mais c'est pas Hulk Hogan. Ouais, puis je comprends. Ne verra jamais de qui qu'on parle. Hey, on va OK, hey, j'ai envie de check bien ça. On va un petit peu, on va aller. Tiens, on va donner quelques secondes. On va donner quelques secondes aux gens pour qu'ils essayent de nous trouver. Envoyez-nous vos suggestions dans le chat. On va les lire pour ceux qui ne sont pas avec nous. Là. Bon, ça commence. Fait que on a Brutus the Barber. C'est pas ça. Non. Continuez. Donnez-nous vos... Ça peut être 2 fois la même personne. Goldust, c'est pas ça. Non, j'ai eu des beaux tatous de Goldust. Ça va venir éventuellement. Il reste 30 secondes. Let's go. Piper, HBK, c'est pas ça. Hey, vous êtes tellement loin, là. Non, pas Triple H, pas Vince. Il reste 15 secondes. Non, c'est pas Snuka. C'est pas Cesaro non plus. Non, c'est pas Coco Beware. Écoutez, c'est pas compliqué, c'est Stephanie McMahon, mesdames et messieurs, de tatouer dans... Écoute, c'est hallucinant. Tu as tatoué ça dans le dos, en plus, là. Dans le dos! C'est hallucinant. Tu le vois pas, ton tatou, là. C'est hallucinant. C'est hallucinant.
Puis là, je suis pas en train de dire que t'as pas le droit de te faire tatouer qu'est-ce que tu veux, puis c'est pas parce que c'est une fille là, que ça me dérange. C'est parce que c'est pas une worker. C'est parce qu'il est trop gros. Doesn't make sense. Tu sais, ce gars-là doit pas avoir beaucoup de succès avec les femmes, là. Ben, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis de l'opinion que s'il n'y en avait pas, il n'y en a pas plus après, là. Non. On va le dire de même, là. Comme je le dis, tout le monde... mon corps, mon choix, là. Tu le beurras comme tu veux, mais celle-là, j'ai énormément de... On va se le dire, j'ai pas mal de difficultés à saisir. Martin, dans les prochaines semaines, t'as pas fini d'en voir. Ah ouais, hein? Ah ouais. J'aimerais ça te dire que c'est le pire. Mais c'est pas le cas. Ben écoute, ce qu'on va faire... Mais d'un autre côté, par exemple, aussi, on va voir des tatouages d'artistes incroyables. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'en ai déjà vu, puis je te parle pas d'eBay, puis je te parle pas de rien de ça. J'ai déjà vu des gens déambuler avec des méchants beaux tattoos de workers, là, puis tout ça. Puis, tu sais, je te parle pas de la pose badass de Steve Austin, tu sais, sur tout le long du bras, là. Non, des belles œuvres artistiques. Ah, j'en ai vu un, là, qui avait une espèce de Mont Rushmore de la lutte sur le chest, puis des choses comme ça, là. Ouais, ça, c'est un peu gros pour mes goûts. Moi, ben, bon. Ces tatous-là sont tous gros. C'est ça l'affaire. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, ben, puis encore une fois, j'insiste, fais-toi beurrer comme tu veux, il n'y a pas de problème avec ça, mais moi, personnellement, je serais pas capable de me promener. C'est son choix, il a payé pour, c'est son tatou, il va vivre avec. Ouais. Il va vivre avec. Je serais pas capable de me promener avec le Mont Rushmore de la lutte sur le chest. Je serais pas capable. Mais tu sais, des fois, j'ose imaginer qu'il a envoyé ce photo-là à Stephanie McMahon. Puis elle a dû faire « Ish! » En tout cas, je ne sais pas si Stephanie McMahon, elle sait qu'il y a un dude qui se promène avec un buste d'elle dans le dos. Là. Je le sais pas. Oh, ouais, parce que écoute, c'est énorme. C'est énorme. Ah non, c'est très gros. C'est une grosse job. Écoute, ça n'a pas coûté 80$, ce tatou. Puis à quel point t'es fan de Stephanie McMahon? Ben, écoute, m'a dit, comme t'as dit, JC, il y a le doigt. Exactement. Ben, nous autres, on a le droit aussi de mettre des tunes, hein, parce que c'est ça qu'on s'apprête à faire. Et cette semaine, ben, c'est une sélection de GC et c'est tout à fait approprié. On va commencer ça avec la nouvelle championne de SmackDown et la pièce de son entrée sur le ring. T'as un peu que j'allais chercher le titre de ça. Il me semble que j'ai ça quelque part. Non, je ne l'ai pas, mais bon, la tune de Liv Morgan, on va l'appeler comme ça. Et ça va être suivi, bien sûr, du gagnant de Money in the Bank. Et je parle bien sûr de Theory. Version un petit peu écourtée cette semaine du crachoir parce qu'on n'est pas là tous les trois. Correct, Martin. Bon, regarde, qu'est-ce que ce serait un show sans que je me mélange dans un autre show? C'était juste pour voir. Non, c'est pareil comme si t'en faisais passer. C'est ça, c'était pour voir si tu suivais mon GC. Et t'inquiète pas, je te suis. Ouais, bah c'est une patte qui dit c'est peut-être une nuit de débauche à Vegas. Ça a de l'allure, ça. J'aime ça. J'aime pas mal ça. Ouais. Tu sais, c'est ça, il s'est peut-être fait tatouer ça pendant que Triple H s'est marié avec Stéphanie à côté. Ça se peut. Hey, Liv Morgan puis Theory, nous autres, on vous revient tout de suite après pour cet épisode du Carré Rond. Voilà. Watch me, watch me.
A-Town. Let's go! A-Town down! Scream it out loud! A-Town down! Future's right now! A-Town down! Tearing the place down! A-Town down! Like how that sounds! Yeah! You see the future right in front of your eyes. Headed to the top and it's not a surprise. Not in my eyes, knew it and dreamt it as a child. A-Town down, my style, hostile. Watch the crowd get loud, ready to take over. Put that work in from start to the day's over. All day, let's believe I'm doing it my way. All day, victory staring in my face. All day, I do it like the best and it's obvious. Knock 'em down one by one, nobody's all day. Let's believe I'm doing it my way. All day, victory staring in my face. All day, I do it like the best and it's obvious. Knock 'em down one by one, nobody's left. Let's go! A-Town down! Scream it out loud! A-Town down! Future's right now! A-Town down! Tearing the place down! A-Town down! Like how that sounds! Let's go! Do whatever it takes to get to the top. Dream of the drop, step up, we gon' get dropped. When I walk in the room, roll out the red carpet. Turn the lights on, it's about to get started. I'm a star, put in that work to go hard. Headed to the top, just doing my job. All day, let's believe I'm doing it my way. All day, victory staring in my face. All day, I do it like the best and it's obvious. Knock 'em down one by one, nobody's all day. Let's believe I'm doing it my way. All day, victory staring in my face. All day, I do it like the best and it's obvious. Knock 'em down one by one, nobody's left. A-Town down, scream it out loud. A-Town down, future's right now. A-Town down, tearing the place down. A-Town down, like how that sounds. Yeah! Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Alors oui, c'était Hulk Hogan qui s'est fait Picassoiser dans le Scrapamania de cette semaine. Hey, tandis que nous sommes là, présents sur Twitch, j'ai un service à demander aux gens qui sont là. Je pense que c'est une des premières fois où il y a si peu de gens qui sont abonnés, qui donnent un follow à twitch.tv/Touski TV. Alors, je m'adresse à ceux qui sont là, si le cœur vous en dit, bien sûr. Simplement nous donner un petit like. Ce que ça va permettre de faire, ça va nous rapprocher tranquillement de notre objectif de 1000 qui est maintenant à 825 de 1. Et de 2, ça va vous envoyer une petite notification lorsque nous tombons en live, que ce soit dans le cadre du Coréron ou dans le cadre des autres diffusions sur Touski TV. Et ça ne vous engage à rien. Ça ne coûte rien non plus. Alors, voilà. Donc, si ça vous chante, nous autres, ça nous donne un petit coup de main. Puis, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui sont renseignés lorsque nous entrons en onde sur Touski TV. Et d'ailleurs, du stock, il y en a presque à tous les jours maintenant. Et ça va aller en grandissant. Donc, vous pouvez être fan de lutte puis fan d'autres choses que nous faisons sur Touski TV. Fait que si ça vous dit, et vous verrez votre nom d'ailleurs apparaître dans la séance lorsque ce sera fait. Bon, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que on en a parlé à plusieurs reprises et nous allons informer nos membres Patreon d'une initiative que nous avons décidé de prendre dans le cadre de SummerSlam qui va se dérouler est-ce le 30 ou le 31 juillet prochain? Je pense que c'est le 30, je vais vérifier. Le 30, ouais, c'est le samedi. C'est le samedi le 30. C'est ça. Ric Flair lutte le lendemain à Starrcade. Et voilà. Alors, c'est dans les prochaines heures que nous allons informer de nos membres, nos
Ribbers, c'est-à-dire ceux qui adhèrent à patreon.com/le carré rond, de l'endroit où se déroulera ce premier watch-along présentiel de SummerSlam. Donc, évidemment que c'est un bénéfice que nous réservons à ceux qui soutiennent la plateforme. Et donc, voilà. Et si vous voulez faire comme eux, ben il n'y a rien de plus simple. Vous vous rendez, comme je vous le disais, sur patreon.com/le carré rond. Je présume également qu'on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes en fin de semaine, mon cher JC, parce qu'il n'y a pas eu de feuilles sales la semaine dernière. Et, c'est pas parce qu'il a manqué d'actualité, on a manqué de temps. C'est ça, exactement. Puis j'étais pas là, puis j'étais pas dans la meilleure disposition pour le faire. L'Internet où j'étais était inexistant, en fait. Fait que on va reprendre ça. Si vous êtes déjà abonné au Carré rond, ben il n'y a pas de problème parce que c'est sur le même feed RSS. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle que c'est possible de le faire pour ceux qui ne nous suivraient que sur Tout ce qui TV les mercredis. Vous avez tout simplement à prendre l'application de votre choix, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, et Spotify, ou tout bon podcatcher Android. Faites une petite recherche, le Carré rond, puis vous allez trouver ça facilement. Sinon, bien évidemment, on est sur Twitter, on est sur Facebook, et nous sommes également sur... Oui, je te reviens, JC. Nous sommes également sur YouTube, et vous avez tout simplement à chercher le Carré rond et utiliser l'image que je suis en train de vous montrer, parce que je suis un maillet et que j'ai oublié le mot de passe de l'ancienne chaîne, mais de toute façon, maintenant, sur la nouvelle, il y a plus de contenu qu'il y en avait sur l'ancienne, donc des gimmicks de marde. Éventuellement, il va y avoir les chroniques de Luther Old School. J'aimerais ça aussi cet été, si le temps me le permet, sortir les chroniques de films de lutte aussi de Tommy qui avait fait dans saison 4 et 5, je pense. Puis il n'est pas dit qu'on ne reprendra pas ça éventuellement, parce que Dieu sait qu'il y en a des lutteurs au cinéma. Alors voilà, tu voulais ajouter quelque chose, mon cher G? Ouais, ben là, je vais m'adresser aux gens qui nous écoutent, que ce soit maintenant ou ceux qui vont écouter le podcast plus tard. Si t'es un fan de lutte pis tu te sens un peu tout seul chez vous, là, viens nous voir. Et voilà. On va être là. Sors du garde-robe. Sors du garde-robe des fans de lutte. OK. Puis viens fais ton coming out. Fais ton coming out. Fais ton heel turn de fan de lutte, là. Hein? On va t'en trouver une, gamique. T'as le droit d'aimer ça à lutte. Puis t'as le droit de t'accrisser de ce que les autres en pensent. Oh, j'aime ça, comment tu dis ça. Fais ton heel turn, deviens un ribber, et nous autres, on va pouvoir te booker plein d'activités le fun. Et en plus, on te fournit la gamique. Alors, écoute, je vois pas ce qui peut faire en sorte que tu ne... Puis tu sais, l'autre affaire, ça je le dis jamais assez. Mettons, t'as bien fait d'aller là, JC. Mettons, t'es un fan de lutte, OK? Là, tu dis, là, ils me cassent le basic, eux autres, avec le Rib Room, puis le patreon.com/le carré rond. On va lui donner une chance, si je vais y aller. Hey, le pire qui va t'arriver dans la vie, là, ça va te coûter 7$. Parce que c'est pas un contrat là, que tu signes avec ton sang comme un cellulaire pendant 2 ans. Là. T'aimes pas ça? Tu t'en vas à la fin du mois. Puis nous autres, ben, le pari que je vais prendre avec ces gens-là, c'est de leur dire qu'ils vont rester. Fait que, venez faire un tour, patreon.com/le carré rond. On a évidemment la Rib Room, où est-ce qu'on partage toutes sortes d'affaires, des memes, on jase, on rit de JC quand Cesaro revient. On se fait du fun, rien qu'en masse. Il y a évidemment les watch-alongs du Big Four. Évidemment. Et là, ben, comme je le disais tantôt, le 30 juillet, c'est SummerSlam et on va organiser quelque chose en présentiel. Donc, si vous n'êtes pas un membre Patreon, au moment où SummerSlam va se dérouler, ben, vous ne pourrez pas être des nôtres. Et ben, ça serait bien plate. Surtout si vous voulez en profiter pour faire votre coming out de lutte à ce moment-là. Donc, voilà. Sinon, ben, écoute, JC, je te dis un gros merci d'avoir passé cette heure et quelques pouces avec moi, bien sûr. On salue notre chum Steve qui ne pouvait être des nôtres pour des responsabilités. Par un buveux de biberon. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, vous savez peut-être pas, mais Steve, il est grand-papa. Fait que. Non, je souhaite qu'il passe une belle soirée. Ben oui, absolument. Puis il était avec nous autres. Il était avec nous autres un bout de temps tantôt. Et ben on le salue. On se retrouve la semaine prochaine. On va se retrouver dimanche également en audio seulement pour la feuille sale. Fait que ne me reste plus qu'à dire un gros merci à JC. Et toi, JC, les vacances, là, ça doit achever, là? Ben, je suis plus en vacances, je vais commencer à travailler. Oh, OK. Bon, voilà. Fait je suis redevenu essentiel la semaine passée. G-Central. Ça m'a rentré dans le corps sur un moyen temps. Ça faisait 2 semaines et demie, je vivais normalement. Là, je suis retombé une minute. C'était rough. Oh, ça doit être tough, effectivement. Fait que, ben, bonne chance avec ça. Lâche pas. Merci pour ce que tu fais. Puis, nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant
pendant que je digère les chops de porc. Avant, bien sûr, on se laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte de l'histoire des shows de lutte old school qui sont présentés les mercredis soirs à 19h sur Touski TV. Et j'ai bien sûr nommé mon grand chum, que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs en fin de semaine. Et je parle bien sûr de Super Dave Birubé. Prenez soin de vous autres, prenez soin des autres. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.